Alors, donc voici la première vidéo sur le chapitre 4 du module 4, donc biologie cellulaire. Et le chapitre 4, donc, c'est sur la communication cellulaire. Donc, une petite vidéo de 3 minutes 30 pour expliquer ce qu'est la communication cellulaire et à quoi, justement, elle sert. Dans un organisme pluricellulaire, les cellules ont besoin de communiquer entre elles pour assurer la survie de cet organisme. Alors, les cellules vont communiquer en échangeant des signaux entre une cellule qui va émettre ce signal et une cellule qui va le recevoir. Ce signal, il est reçu par la cellule réceptrice le plus souvent au niveau d'un récepteur. Ce récepteur va ensuite transmettre, on dit transduire ce message vers l'intérieur de la cellule. Et là, suite à une cascade de signalisation intracellulaire, on arrivera à une réponse de la cellule qui a reçu le message par un effecteur qui va effectuer la réponse attendue. Alors cet effecteur peut être soit une enzyme qui était inactive et qui devient active, soit une protéine du cytosquelette qui fait que la cellule va changer de forme, se contracter, etc. Soit on va assister à une protéine qui va induire l'expression d'un gène pour fabriquer d'autres protéines. Alors on va distinguer les signaux dont la réponse va être rapide, par exemple la modification de l'activité ou du fonctionnement d'une enzyme, quelques millisecondes, et des réponses plus tardives à un signal, par exemple l'expression des gènes qui va être modifiée avec la fabrication d'une nouvelle protéine, ce qui prend un peu plus de temps, quelques minutes, voire jusqu'à 1 heure. Alors maintenant, ces cellules qui communiquent, eh bien, elles sont situées à plusieurs endroits de l'organisme, elles peuvent être côte à côte, donc là la communication est très simple, ça se fait de la cellule A vers la cellule B par contact direct. Elles peuvent être très peu éloignées, présentes dans le même organe, dans le même micro-environnement, et là on parle de communication paracrine, et dans le cas particulier des cellules musculaires ou des cellules nerveuses, eh bien ça s'appelle une synapse, il y a un contact entre la cellule amont et la cellule aval avec une émission de signal au niveau de la synapse par la cellule en amont qui agit sur la cellule aval et qui transmet ainsi le signal. Et puis quand les cellules sont plus éloignées, on parle de communication endocrine et les signaux qui sont échangés s'appellent des hormones. Alors les cellules dans l'organisme reçoivent non pas un seul signal, mais une multitude de signaux de manière simultanée. Et leur comportement global va être modifié. Alors soit la cellule continue à vivre et à assurer ses fonctions métaboliques normales, soit l'ensemble de ces signaux lui indique de grandir et de se diviser, soit ces signaux lui indiquent de se différencier, et enfin, certains signaux peuvent aussi indiquer à la cellule d'entrer en apoptose et de se diriger vers la mort cellulaire. Voilà, donc une petite animation brève, mais qui explique quand même l'essentiel de la communication cellulaire. Donc on va voir tous ces points dans le cours. Donc vous avez en introduction une petite phrase qui indique que les cellules sont vraiment les unités de base du vivant et qui assurent évidemment l'ensemble des fonctions de l'organisme. Alors vous avez ici un document que vous n'avez pas dans le cours mais que vous connaissez tous déjà, c'est les différents niveaux d'organisation du vivant. Donc l'élément le plus petit, c'est l'atome qui va s'associer donc pour former des molécules, qui vont s'associer pour former des organites. Plusieurs organites forment une cellule, plusieurs cellules forment un tissu, plusieurs tissus forment un organe, plusieurs organes un système, et les 11 systèmes que l'on a forment justement l'organisme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les niveaux d'organisation. Alors vous l'avez dans le cours justement chez les êtres pluricellulaires, donc c'est-à-dire plusieurs types cellulaires et de nombreuses cellules par type cellulaire. Elles sont organisées donc en tissus,
et les tissus donc en organes. C'est le plus important ici. Donc les niveaux d'organisation du vivant. Alors, la communication cellulaire, on l'a dit, hein, c'est de coordonner l'action des différentes cellules, évidemment, pour que le fonctionnement de l'organisme se passe très bien. Donc, si on veut que toutes les cellules fonctionnent de façon coordonnée, il faut qu'elles communiquent entre elles. Donc, justement, comme chez l'homme, on a plus de 200 types cellulaires et que dans chaque type cellulaire, on a des millions et des millions de cellules, il faut évidemment qu'il y ait une communication efficace. Et quand on parle de communication entre différentes cellules, on parle de communication intercellulaire. Donc inter, entre, et cellulaire, donc cellule. Alors, on va distinguer donc deux grands types de modes de communication intercellulaire. Donc pour l'illustrer, j'ai pris un document aussi annexe que vous n'avez pas dans votre cours. C'est la réponse adaptative immunitaire dans le cas d'une infection virale. Donc on a les deux réponses ici, on a la réponse à gauche et celle de droite. On va s'intéresser donc ici à la réponse. Donc ici, le premier moyen de faire communiquer deux cellules, c'est grâce aux récepteurs, c'est qu'elles se lient directement grâce à des récepteurs, à des protéines transmembranaires. Et l'autre moyen, c'est que ici vous avez les cellules bleues qui produisent des interleukines qui vont être envoyées sur les cellules ici en jaune qui sont les T8 ou aussi en vert qui sont les lymphocytes B. Et là, on a une communication via des molécules sécrétées. Donc il n'y a pas de communication directe, mais ça se fait par l'intermédiaire de molécules informatives. Donc c'est dans votre cours ici. Donc la première, j'ai refait une capture d'écran ici, c'est donc une communication directe. Donc qu'on appelle directe, c'est vraiment la communication par contact. Donc une cellule a une protéine transmembranaire qui va interagir avec une protéine transmembranaire de la deuxième cellule. Et ici, vous avez donc la capture d'écran qui correspond à la deuxième communication. C'est une communication donc par l'intermédiaire de substances chimiques sécrétées. Donc vous avez les IL-2, les interleukines 2, qui sont sécrétées par certaines cellules et qui vont aller se fixer sur les récepteurs ici transmembranaires des LT8. Donc là, vous pouvez noter, pour retenir cette communication, c'est la communication via la reconnaissance cellulaire de substances chimiques sécrétées par des cellules de l'organisme. Donc vous avez le mot reconnaissance ici qui est important. Vous allez voir que ça va se faire par des récepteurs spécifiques. Donc dès qu'une molécule sera sécrétée, la molécule cible, celle qui est censée répondre à ce signal, possédera à sa surface des récepteurs donc, qui lui sont spécifiques, donc avec des formes complémentaires. Donc les exemples de substances sécrétées, on les verra pour la suite. En immuno, donc, ce sont les cytokines ou les chémokines, les hormones ou les neurotransmetteurs donc, lors de la communication nerveuse. Alors, en première partie, on va s'intéresser donc à la communication cellulaire directe et donc la communication dont on a déjà parlé un tout petit peu dans les chapitres précédents du module 4, c'est la communication cellulaire via les jonctions communicantes. Et donc là, vous avez dans votre cours, vous devez rajouter, c'est ce qu'on appelle les gap-jonctions. Alors, pour revenir sur ces jonctions gap qu'on a vues donc en fin de chapitre 2, donc on a les structures, je vais vous montrer la structure des jonctions communicantes et donc prendre le document 1 sous les yeux. Et là, ce qui est important, c'est d'orienter et de savoir comment finalement on peut visualiser et regarder ce document. Donc, vous pouvez peut-être faire un tout petit schéma rapide. Ici, donc j'ai fait une cellule 1 qui est représentée ici, cette cellule en haut, en rouge. Ici, donc, la jonction gap de la cellule 1 en rouge, la jonction gap en bleu de la cellule 2 que j'ai mis en bleu. Et donc en vert le MEC. Et donc le cadre que j'ai mis autour représente finalement le document 1. D'accord ? Sauf que c'est un petit peu vu un petit peu décalé, donc on a une certaine perspective. Donc sur votre document, ce qu'il faut faire, on va orienter. Donc ici, on a toute cette partie-là, la cellule 1, l'intérieur de la cellule 1, et on voit en bleu ici l'intérieur de la cellule 2. On va donc placer les deux membranes. La première ici avec ses deux feuillets, la membrane de la cellule 1, et l'autre membrane en face, c'est la membrane de la cellule numéro 2. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre à côté l'orientation. Il nous reste à placer le MEC. Donc le MEC, c'est l'espace entre les deux cellules. Donc là, on est entre les deux membranes, ici. Alors ce document 1, pour l'instant, on va l'orienter. On va expliquer justement comment sont ces jonctions communicantes et on reviendra sur ce document, on rajoutera une légende.
Alors, je vous ai remis un petit document ici complémentaire. Donc là, on a le cytoplasme de la cellule 2 à droite, le cytoplasme de la cellule 1 à gauche. On a nos fameuses jonctions GAP qui forment bien un trou ici, un canal direct entre le cytoplasme 1 et le cytoplasme 2. Et on voit qu'en fait, les toutes petites molécules, comme les ions, peuvent traverser directement d'une cellule à l'autre sans aucune régulation, pour l'instant, d'accord? On verra justement que ces jonctions peuvent se fermer pour se protéger. On a la membrane cellulaire ici, la cellule 2 et la cellule 1. Donc c'est une représentation un peu différente. Ce qui est important, c'est ici. On a donc le vocabulaire important qu'on va replacer sur le document 1. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle des sous-unités. Vous voyez, si on regarde bien, si on regarde ici cette jonction, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaînes identiques, donc 6 sous-unités. Chaque sous-unité est appelée connexine. Alors c'est en anglais, en français on rajoutera juste un E. Et l'ensemble des 6 sous-unités, c'est ce qu'on appelle un connexon. D'accord? Et ensuite, donc ça c'est le connexion de la cellule 2, on a le connexion ici de la cellule 1, et l'ensemble des deux connexions 1 et 2 forment la jonction GAP. D'accord? Donc on a 3 niveaux de structure. Connexine, c'est la sous-unité. Connexon, c'est l'ensemble des sous-unités, des 6 sous-unités qui appartiennent à une cellule, dans la membrane d'une cellule. Et quand on a l'un en face de l'autre les deux connexions de deux cellules différentes, on forme la jonction GAP. Alors on va compléter donc le cours. Les jonctions ouvertes sont des canaux transmembranaires, puisqu'évidemment on l'a vu, hein, ces protéines, ces 6 sous-unités de connexine traversent à chaque fois la membrane. Le canal est formé d'un connexion, qui est une structure avec 6 entités individuelles appelées connexines. Donc ça c'est très important. Donc là, pour l'instant, on parle de jonctions ouvertes. Hein. Donc ce sont des canaux, des petits tunnels entre deux cellules qui laissent passer les petites molécules et les ions. Alors ce sont des glycoprotéines transmembranaires. Donc ça on le sait, hein, c'est juste pour revenir sur le mot de glycoprotéine. C'est donc une hétéroprotéine sur laquelle on a donc une grosse partie, une chaîne polypeptidique sur laquelle est relié un motif glucidique par liaison covalente. Et peut-être un point important ici, cette interaction entre connexine est dépendante du calcium. On verra justement le rôle du calcium juste après. Alors en face du connexion de cette cellule, une autre cellule présente la même structure et donc deux connexions forment la jonction communicante. Donc là on voit bien les 3 niveaux, je répète, connexine, 6 connexines représentent un connexion cellulaire et 2 connexions appartenant à 2 cellules différentes, c'est une jonction communicante. L'ouverture et la fermeture des connexions se fait par un glissement des connexines les unes par rapport aux autres. Donc vous voyez que ces jonctions ne restent pas ouvertes tout le temps. Elles peuvent s'ouvrir et se fermer selon les signaux qu'elles vont recevoir. Alors justement, le signal, c'est notamment le pH et la concentration en calcium. Donc là, on parle de souffrance cellulaire. Donc si une cellule est en souffrance, il faut qu'elle ferme les jonctions avec les cellules voisines pour éviter justement que les autres cellules soient touchées également. Donc lorsque la concentration en H+ augmente, c'est-à-dire lorsque le pH diminue, donc le milieu cellulaire s'acidifie, c'est un signe de souffrance cellulaire. Quand la concentration en calcium augmente également dans le milieu extracellulaire, c'est un signe de souffrance. Dans ce cas-là, les canaux, donc les jonctions GAP, vont se fermer en glissant les connexines les unes par rapport aux autres. Et là, donc la cellule qui est touchée va mourir, va rentrer en apoptose, mais en fermant ces jonctions communicantes, en fait, on coupe la communication avec les cellules voisines, et donc les cellules voisines sont protégées de cette mort cellulaire. Alors on reprend donc notre document 1 et on va replacer justement ces 3 termes, connexine, connexion et jonction communicante. Alors vous voyez ici, on a une jonction qui est facile à... On voit justement les trois points. Donc vous allez commencer par colorier une sous-unité, donc celle-ci. Alors vous pouvez évidemment faire l'autre, hein, puisqu'en fait ce qui est intéressant sur les deux là qui sont devant, c'est qu'on voit la partie intracellulaire et la partie extracellulaire de cette sous-unité. On voit bien que c'est une sous-unité qui traverse la membrane, donc on est bien dans une glycoprotéine transmembranaire. Donc vous pouvez mettre un trait, hein, en annotation, c'est bien une sous-unité ici en rouge, c'est donc la connexine. Ensuite, si j'encadre, alors attention, votre cadre il doit aller jusqu'en haut ici de cette unité, mais également inclure ces deux petites parties qui sont du côté intracellulaire. Donc là, vous voyez que ce cadre,
comporte les cis-connexines. Et donc ces cis-connexines, c'est donc un connexion. Donc là, c'est le connexion de la cellule 1. Et on a le connexion, évidemment, de la cellule 2 en face. Et enfin, donc là vous faites un cadre plus large, ici, qui tient compte du connexion 1 et du connexion 2. Et l'ensemble des deux, c'est donc une jonction gap, ou une jonction communicante. Donc cette jonction, vous voyez ici, on voit le tunnel, ici, qui permet le passage des petites molécules et des ions. Voilà, donc ça, vous pouvez évidemment faire pause et reprendre des explications pour compléter votre cours. On va donc continuer. Alors, pardon. La fonction de ces jonctions communicantes est de mettre en relation les cytoplasmes de deux cellules voisines et de contrôler le passage d'une cellule à l'autre de certaines molécules. Il faut qu'elles soient petites déjà, et ça peut être donc des ions. Donc c'est vraiment, ça on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, c'est une relation, une mise en relation de deux cytoplasmes. Donc là, on a les ions calcium qui peuvent traverser, on peut avoir des monomères comme les nucléotides, les acides aminés, donc les OSE, l'ATP, la MPC. Alors, ces jonctions, elles ont de nombreux rôles. Alors, j'en cite que quelques-uns. Donc, l'embryogénèse, c'est notamment le développement de l'embryon. Donc, vous regarderez et vous lirez attentivement le paragraphe justement du cours, je vais pas revenir dessus. Il y a également les synapses électriques, c'est document 2. Et on a l'insynchronisation des contractions musculaires, donc, notamment au moment de l'accouchement. Donc ça, vous relirez aussi le paragraphe. On va s'intéresser au document 2, donc qui justement vous présente la synapse électrique. Donc si on reprend le vocabulaire, vous avez ici donc le neurone présynaptique, donc c'est par là qu'arrive le message nerveux, donc sous forme de potentiel d'action. Le potentiel d'action provoque justement la libération ici d'ions au niveau de la membrane présynaptique. Et vous voyez qu'il y a un contact direct grâce à des jonctions gap. Donc les ions qui sont présents dans le cytoplasme présynaptique vont passer directement dans la cellule ou le neurone postsynaptique. Donc là, c'est une communication extrêmement rapide, d'accord? C'est vraiment un flux très rapide d'ions d'une cellule à l'autre. Alors, on va voir maintenant en partie 1-2 la communication par contact entre molécules membranaires. Alors, c'est ce qu'on appelle la communication juxtacrine. Vous vous souvenez, c'est la communication par contact. Donc là, c'est la notion de reconnaissance cellulaire. Pour qu'il y ait un contact entre deux cellules, donc via des protéines transmembranaires appartenant à chacune des cellules, il faut que ces récepteurs, ces protéines transmembranaires, se reconnaissent. D'accord? Donc ça, c'est très important. Il y a contact cellulaire que lorsqu'il y a reconnaissance et affinité entre ces molécules. Donc là, cette communication juxtacrine intervient notamment au niveau de l'embryogénèse également. La cohérence des tissus, des cellules lorsqu'elles forment un tissu, puisque les cellules qui se reconnaissent, qui ont la même affinité, souvenez-vous, c'est donc des cellules à affinité homophile, c'est qu'elles vont se relier par des jonctions serrées et elles vont également se fixer les unes aux autres par des jonctions d'ancrage. Donc ce sont les deux autres jonctions que l'on a vues dans le chapitre précédent. Alors, il faut bien comprendre que finalement, le fait de relier les cellules entre elles provoque évidemment forcément une communication. C'est-à-dire que lorsque les cellules vont être reliées entre elles, dès qu'il y en a une qui va avoir un signal, elle va le transmettre très rapidement à ses cellules voisines. C'est ce qui fait que justement les cellules d'un même organe ou d'un même tissu vont fonctionner de façon coordonnée. Donc c'est vraiment la cohérence, ça c'est très important, c'est la cohérence ou vraiment une action coordonnée des cellules entre elles. Et aussi en immunologie, donc là je vais surtout insister, je vais prendre des exemples en immunologie. Alors justement en immunologie, il y a de nombreux mécanismes qui nécessitent le contact direct entre deux cellules par l'intermédiaire de protéines, ce qu'on appelle des récepteurs. Donc là, on va uniquement s'intéresser à la réaction immunitaire adaptative, ce qu'on appelait avant donc la réponse immunitaire spécifique. Donc là, le but, c'est de faire la différence entre le soi et le non-soi. Évidemment, on met de côté un petit peu les maladies auto-immunes dans lesquelles, justement, ce sont vos propres défenses qui vont attaquer vos cellules. Alors, là, on est obligé de faire un petit peu de rappel sur les types de réactions immunitaires. Donc, on reprend le schéma de tout à l'heure. Il y en a bien deux, je répète ici. Là, c'est noté à médiation humorale à gauche. Donc là, on voit que l'objectif, c'est de produire des anticorps.
alors qu'à droite, c'est à médiation cellulaire. Là, on va carrément détruire les cellules qui sont infectées par un virus, par exemple. Donc, on va s'intéresser tout d'abord à la réponse à médiation humorale, d'accord, lorsque les lymphocytes B vont être différenciés en plasmocytes pour produire donc des anticorps spécifiques de l'antigène de départ. Donc, vous pouvez compléter dans votre cours l'immunité à médiation humorale. Donc, on va regarder la première interaction. C'est lorsque les lymphocytes TH, donc helper, vont interagir avec les cellules présentatrices de l'antigène. Donc, si on regarde le document 3, on voit ici le LTH1 qui interagit avec une CPA qui est un macrophage. Le macrophage expose l'antigène sur une molécule de CMH classe 2 qui va être reconnu par le TCR, qui est donc le récepteur des cellules T. Donc le contact direct, il est ici, d'accord? Donc ça, vous pouvez éventuellement le mettre en évidence, mais ça, vous l'avez vu en immuno. Reconnaissance TCR avec le CMH de classe 2 associé donc à l'antigène. Donc le TCR effectue une double reconnaissance, le soi qui est le CMH de classe 2 et le non-soi donc qui est la molécule antigénique, donc issue évidemment de la dégradation d'un virus ou d'une bactérie par phagocytose juste avant. Donc cette étape correspond à une des premières étapes de la réponse immunitaire à médiation humorale, donc la reconnaissance de l'épitope antigénique couplé au CMH par le TCR des LTH va permettre de réaliser ce qu'on appelle une sélection clonale. Ce qui va faire qu'on va sélectionner le bon lymphocyte TH qui va ensuite permettre une autre sélection d'une autre cellule. Cette sélection est à l'origine de la synthèse d'un grand nombre de clones de LTH. Donc on voit bien que si celui-ci reconnaît bien le CMH classe 2 associé à l'antigène, ce LTH va ensuite donc être produit en grande quantité, donc former des clones, et également former des LTH mémoire qui permettra ensuite de reconnaître cet antigène plus rapidement. On a, lors de la réaction à médiation humorale, une deuxième interaction très importante, c'est entre les lymphocytes T helper et les lymphocytes B. Donc vous l'avez sur le document 4. Donc là, on voit bien, alors HLA, c'est la même chose que le CMH, on a bien le CMH classe 2 avec ici l'antigène et le lymphocyte, ici lymphocyte B qui porte le CMH classe 2, et on a le lymphocyte T4, LTH, qui est donc activé grâce à cette interaction. Donc là, vous pouvez évidemment entourer ce contact direct entre le lymphocyte B à gauche et le lymphocyte T4 à droite. Donc cette coopération entre les deux va permettre d'activer cette fois-ci le lymphocyte B et favoriser leur expansion clonale. Donc tout à l'heure, l'interaction LTH-CPA, c'était pour sélectionner le bon LTH, et ensuite quand le LTH est cloné et activé, il va à son tour lui activer le bon lymphocyte B, qui reconnaît bien l'antigène, pour pouvoir faire une expansion, c'est-à-dire qu'on va avoir un grand nombre de lymphocytes B, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ces lymphocytes B vont ensuite se différencier en plasmocytes. Les plasmocytes sont des cellules qui développent en grande quantité leur REG, qui a une fonction justement de synthèse protéique, et donc ces plasmocytes vont produire une grande quantité d'anticorps. Et ces anticorps vont pouvoir ensuite se fixer sur l'agent pathogène, faire ce qu'on appelle l'opsonisation et favoriser donc leur élimination. Donc ça, je vous renvoie au cours évidemment. Moi, ce qui m'intéresse dans les deux exemples-là, c'est qu'il y a un contact entre cellules immunitaires via des récepteurs ou des molécules transmembranaires différentes. Donc le CMH, les lymphocytes, les TCR, les récepteurs des cellules T. Alors le deuxième type de réaction, elle est à droite ici. On voit bien qu'il y a les lymphocytes T8, on a au départ une cellule infectée qui a donc été infectée par un virus notamment, et là il y a une exposition d'un peptide antigénique. Et là on va voir justement les différents contacts possibles. Donc vous pouvez mettre dans votre cours donc l'immunité à médiation cellulaire, donc c'est le document 4. Et le contact direct que je voulais vous montrer, c'est celui, ce qu'on appelle un petit peu le baiser de la mort, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ici le lymphocyte TC, donc le lymphocyte LT8, qui a un récepteur T, qui reconnaît donc l'antigène viral qui est en fait exposé à la surface, ici, d'une cellule, on va dire une cellule de notre organisme qui a été infectée. Donc notre corps, notre cellule a récupéré ce virus a été
en partie exposée en surface. Et donc ici, notre propre cellule est reconnue comme une cellule, si vous voulez, étrangère. D'accord? Donc là, ensuite, vous avez dû voir, hein, il y a donc une libération de molécules pour lyser la cellule, donc ici qui a été infectée. Donc là, c'est vraiment un contact direct entre un récepteur T et un antigène viral présent à la surface de nos cellules infectées. Donc là, c'est une communication directe entre le LTC et une cellule infectée, entraîne l'activation des LTC, et cette activation engendre la destruction de la cellule infectée, donc par formation de pores, hein, au niveau de la membrane de la cellule infectée et donc lyse cellulaire. Alors ces communications cellulaires que l'on a vues, hein, qui sont donc directes, c'est celles qui sont les moins représentées, mais elles ont un rôle très important en fait, hein, pour que les cellules puissent vraiment communiquer et fonctionner de façon coordonnée. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai voulu présenter en premier, hein, ces communications. Donc la deuxième communication qui se fait via des molécules sécrétées est vraiment beaucoup plus fréquente et on verra qu'elles se font, ça a été dit dans l'animation, il y a plusieurs signaux, hein, on va dire reçus en même temps pour une même cellule. Donc elle va devoir jongler entre les différents types de signaux. Voilà, donc on a fini cette première vidéo donc pour compléter la partie 1 du cours. Donc si vous avez des questions, donc vous me les envoyez évidemment par mail ou directement en commentaire de cette vidéo.